Radio Pirate. OK, on commence par quoi? Quels sont les sujets qui font jaser depuis hier en fin de journée, donc aujourd'hui? Allons-y avec les premières histoires là, concernant, je pense, c'est le vouvoiement et les téléphones à l'école. Donc, téléphone à l'école, c'est Bernard Drainville qui nous a appris que finalement, les jeunes allaient devoir dire « vous » à madame et « vous » à monsieur. Donc, c'est le retour de la politesse dans les écoles. Pas de problème avec ça sur le fond. Je pense qu'effectivement, il y a eu un dérapage au cours des quelques dernières décennies, dans les 2 dernières décennies, où on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'ordre nulle part. Donc, c'était le free-for-all. Rien contre la volonté de mettre ça un peu plus droite. C'est juste toujours la même affaire. Pourquoi le gouvernement est obligé de passer une loi pour ce genre de choses-là? Autant les téléphones que le vouvoiement. Je sais que la majorité des gens sont pour ce genre de patente-là. Les téléphones, il y en a trop. Mais après ça, il faut trouver une balance entre nos jeunes auront besoin de leur téléphone. Nos jeunes auront besoin de technologie. Il faut trouver un balance entre les deux. Et moi, je pense que les meilleurs pour le faire, ce sont les écoles en tant que telles. C'est la direction de l'école, les profs, appuyés par la direction de l'école, appuyés par le CA de l'école. Je pense que c'est le genre de choses qu'on doit laisser. Donc, il faut, en fait, il faut redonner, il faut soutenir les écoles, les dirigeants des écoles et soutenir les professeurs quand ils en ont besoin. Et d'avoir des règles explicites. Trop de règles. Société hyper réglementée maintenant. Trop de règles. Puis c'est un peu c'est le seul côté. Je sais que dans le fond, les gens sont pour, mais ça, on est comme ça jusqu'au temps qu'il y ait une règle qui nous affecte, qui nous touche particulièrement. Puis là, on se dit, mais mon Dieu, il y a donc bien des règles. Donc, voici hier à Radio-Canada sur le sujet, Bernard Drainville pendant quelques secondes sur les 2 sujets. Je pense qu'on commence avec le vouvoiement. Comment on applique ça maintenant? Parce que c'est du cas par cas. Vous dites que chaque école va être responsable d'appliquer tout ça. Oui. Bien, par exemple, le cellulaire, est-ce que, tu sais, il y a des écoles qui l'ont déjà interdit, le cellulaire en dehors des classes, là. Puis il y en a qui fonctionnent avec un système de pochette. Il y en a d'autres, c'est tu mets ton cellulaire dans ta case quand tu arrives à l'école, puis il ne sort pas de ta case jusqu'à la fin des cours. Alors, il y a différentes façons de procéder. Ça, on va laisser ça aux écoles. Même chose pour les sanctions. On va accompagner les écoles. On va leur donner des exemples de sanctions qui s'appliquent ailleurs, puis qui font partie des codes de vie des écoles. Alors, ils pourraient s'en inspirer. Même chose pour les gestes de réparation. On va les accompagner là-dedans, mais ultimement, tu sais, on a 2700 écoles au Québec. Catherine, on va laisser les écoles se gérer au niveau de la logistique, si vous voulez. On va leur, tu sais, les conseils d'établissement, de toute façon, c'est le personnel scolaire et les parents qui siègent là. Fait que c'est un bel endroit pour se parler puis s'entendre sur la marche à suivre. Mais les grands principes sont établis. Après ça, la mise en place, on va laisser ça aux écoles. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que la rentrée scolaire... Donc, voyez-vous, ce que je vous disais, c'est exactement ça. Pourquoi? Lui-même le reconnaît que le pouvoir doit être mis dans les... Donc, pourquoi le gouvernement est là-dedans? Je ne sais pas pourquoi on a une omniprésence du gouvernement de cette manière, à ce niveau-là. Il y a une volonté des parents, qu'il y a une volonté des profs, qu'il y a une volonté même des étudiants eux-mêmes de le faire. Il n'y a aucun problème. Mais pourquoi la directive générale vient de Politicos et du gouvernement? C'est le bout que j'ai un peu de misère à comprendre. Le voici sur le vouvoiement maintenant. Donc, le vouvoiement dans toutes les écoles, au primaire comme au secondaire, le monsieur, madame, pourquoi? Monsieur, madame. Par respect. Respect pour la personne, pour l'adulte, respect pour sa fonction, puis respect pour l'institution qu'il incarne ou qu'elle incarne. Donc, pour vous, le respect, ça passe par le vouvoiement? Entre autres. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme une série de mesures. Le cellulaire, on y voit une façon de diminuer l'intimidation. Je veux juste vous rappeler qu'on est passé, nous autres aussi, dans le système d'éducation. C'est sûr que là, à qui on parle? Est-ce qu'on parle juste aux francophones là-dessus? Parce qu'il n'y a pas de vouvoiement possible avec la langue anglaise. Donc, pour les étudiants anglophones du Québec dans les écoles anglophones, le you et you, c'est pas mal la même affaire. Donc, c'est plus une question de comportement qu'une question de mots utilisés, mais je comprends le fond là-dessus. Sauf que, encore une fois,
Qu'est-ce qu'on a pris comme prof? Qu'est-ce qu'on a développé comme prof? Vous vous rappelez très, très bien, ceux qui vous permettaient de les tutoyer à l'époque, c'était souvent les profs qui voulaient être plus cool avec vous autres, qui voulaient genre être vos amis. Il y a des profs qui vous incitaient à les tutoyer. D'autres, c'était clair, parce qu'il y avait des professeurs qui étaient tough, il y avait des madames qui étaient tough, et il n'y avait pas question de les tutoyer parce que tu avais affaire à une paire de yeux, tu avais affaire à une conséquence. Donc, c'est un peu bizarre que 30 ans, 40 ans plus tard, que moi je suis passé au secondaire dans une école où il y avait pas mal de bombes, qu'on soit obligé maintenant d'avoir des règles strictes décidées par des politicos. Mais je sais que dans le fond, les gens sont pour. C'est juste que je veux vous laisser dans l'esprit que ce genre de patente-là, donc l'accumulation de règles, fait qu'on vit dans une société qui est hyper aseptisée, qu'on a une liberté qui est comme twistée pas mal. Et ça commence à être bien tannant parce que nous, on a vécu dans une époque où il n'y avait pas tellement de règles. Puis je sais, il y en a qui vont dire, on a amélioré les choses. On a mis les ceintures de sécurité. On a enlevé la cigarette dans les bars et les restaurants. On a enlevé la cigarette dans les écoles parce que au secondaire, moi, quand je suis arrivé, ça fumait dans les écoles. Jusqu'au temps où je pense secondaire 4 ou secondaire 3, on a décidé que c'était terminé et qu'il y avait juste un endroit dehors pour le faire. Donc, il y a des règles qu'on a commencé, mais puis je pense qu'on était tous pour. Ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'un jour, on allait avoir pas juste 1, 2, 3, 4 règles. On allait avoir des milliers de règles. Et mais là, tout le monde panique en passant. Les syndicats paniquent. Hey, mais comment on va faire pour demander à nos professeurs syndiqués de s'ajuster à ces nouvelles affaires-là? Comment on va faire? C'est quand même spécial, là. Je veux dire, ça se fait déjà, là. OK, si vous avez un stress, si vous êtes syndiqué, professeur, vous avez un stress avec ça, il y a déjà des écoles qui le font. L'école où mes filles sont passées, Séminaire Saint-François, il y avait déjà ce genre de règles-là. Il y avait aucune... les étudiants ne pouvaient pas avoir, puis ça, je vous parle il y a 5-6 ans, les étudiants ne pouvaient pas avoir de cellulaire dans les classes, OK? Et il y avait on gardait le cellulaire 2 jours si jamais on pognait un étudiant avec un cellulaire pendant les classes, pendant que c'était interdit. Et ça se fait très bien. Et les profs là-bas sont le même genre de profs que dans les autres écoles. Et ils l'ont fait, puis ça a été fait facilement. Donc, pas de stress, les amis, pas de stress. Mais je vous le dis, OK, pensez à ça, il y a des règles. T'sais, on veut des règles sur tout maintenant. Et ça devient un peu lourd. C'est le seul point là-dedans. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a un laisser-aller, il y a un retour un peu vers l'ordre, vers une certaine discipline. Mais en même temps, il faut laisser la liberté aux gens d'appliquer les règles qu'ils veulent. Puis il faut laisser les profs aussi un peu de pouvoir, de les accompagner, de les backer quand il y a des... Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont devenus... qui, contrairement à nos parents, où ce que nos parents prenaient toujours le côté des professeurs ou de la direction de l'école, maintenant, c'est le contraire. C'est ce que le professeur va dire à des parents lors d'une réunion de parents, pour ceux qui y vont. Les parents ne l'acceptent pas. Les parents ne l'acceptent pas. Et là, il y a comme une escalade avec le prof. Donc, le prof n'est jamais backé ni par les parents, et souvent pas tellement non plus par la direction. Donc, et peut-être là le problème. Et c'est pour ça que les profs ont besoin d'avoir des règles claires pour exécuter quelque chose qui devrait être exécuté à l'intérieur de la classe. Donc, voilà pour ce genre de patente-là. Je veux vous faire entendre François Legault qui a échangé, parce que la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est pas un sujet qui est hyper qui fait jaser mais c'est arrivé hier. Donc c'est arrivé, c'est pas un sujet là, qui est le sujet de la première page d'un journal ou d'un média, etc. Mais je veux juste vous faire entendre François Legault qui pogne les nerfs sur QS. Le fond est correct. QS, ce sont des extrémistes. Mais regardez comment ça se comporte à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Je sais que ce n'est pas l'Assemblée nationale au Salon Bleu, on est au Salon Rouge. Le Salon Bleu est rebâti, mais on est quand même à l'intérieur de la salle officielle. Et François Legault, n'oubliez pas qu'on parle de Trump, on parle de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre est quelqu'un qui a une attitude, il est mal élevé, il est arrogant, etc. Trump est autoritaire, c'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir pour l'éternité, il y a un côté Hitler, etc., etc. Mais voici comment ça se passe chez nous. Hier, la chef de Québec solidaire et sa gang
ont refusé d'appuyer une motion pour dénoncer les syndicats qui sont allés manifester devant la maison du ministre du Travail. Honte à Québec solidaire. Honte totale. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je veux entendre quel est votre rappel au règlement. Madame la Présidente, honte est au lexique qu'il le retire. C'est très simple. Oui, il est au lexique. Allez. Il est au lexique. Je vous demande... Wow. Monsieur le leader du gouvernement... Et cependant, je l'ai entendu venant de l'opposition officielle ce matin, j'ai laissé passer. Ce mot est au lexique lorsque on y accole des intentions et j'aimerais que il est au lexique. Alors, je vous inviterai à le retirer, mais je ne veux plus entendre aucun d'entre vous l'utiliser. Monsieur le Premier ministre, retirez-le, nous allons poursuivre. Pathétique. Pathétique. Ah. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je veux seulement vous entendre dire que vous retirez honte, c'est tout, et asseyez-vous après. Monsieur le Premier ministre. Merci, je vais gérer. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, retirez honte. Scandaleux. Monsieur le Premier ministre. Une manifestation devant la maison d'un élu. Québec solidaire appuie ça. Je vous entends. Je ne demande merci, monsieur le leader du deuxième groupe. Retirez le mot honte et nous allons poursuivre. Ce sont des extrémistes, Madame la Présidente. On va pas commencer à jouer à... OK. Le fond est correct. QS, ce sont des extrémistes. Et what the fuck is that? Qu'est-ce qui se passe, là? On vient d'être décoté en passant. Juste vous le dire, on vient d'être fucking décoté, là. On vient d'être fucking décoté, là. Ça vient d'arriver il y a à peine 10 jours. On a été décoté. On vient d'apprendre qu'on a un tunnel à Montréal qui va nous coûter 5 fois le coût que ça devait coûter. On parle de milliards. On vient d'apprendre que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est complètement débâti. Que quand il arrive de plus en plus de panne de courant de Hydro, parce que Hydro lui-même est en train de s'écrouler, aucune efficacité, aucune fiabilité, rien. Le réseau est en train de s'écrouler à chaque fois qu'il y a un orage. Et que là, maintenant, ça affecte un des plus gros hôpitaux de la région de Montréal qui est complètement en ruine. Et là, on a ce spectacle à l'intérieur de l'Assemblée nationale, alors qu'on est dans des histoires de tarifs où les gens s'en vont à l'épicerie, payent des prix de fou. J'ai rencontré un paquet de gens d'affaires dans les derniers jours qui me racontent un peu toutes les histoires alentour des tarifs. Des tarifs qui sont imposés par nous-mêmes, à nous-mêmes, et qui donnent extrêmement de problèmes aux particuliers et aux PME du Québec. Et on est dans du vaudeville, on est dans la cour du roi Péto. Mais c'est la cour du roi Péto ici, comme disait Lucien Bouchard. Ça l'est, Joël Vert. Ça l'est, incroyable. Incroyable. Donc, c'est le même que ça se passe à l'Assemblée nationale. C'est le même que ça se passe. Voulez-vous voir comment ça se passe du côté des États? Pendant qu'on a du monde qui... Je vous dis, je peux entendre le mot honte. Pendant ce temps-là, Stephen Miller, aux États-Unis, sur la tribune de la Maison-Blanche, a donné une leçon aux médias qui sont embourbés dans toutes sortes de patentes. Entre autres, le gars là, qui est pogné dans une prison quelque part au Salvador, un genre de membre de MS-13 que la gauche et les démocrates veulent faire revenir. Un dossier qui va faire que ce parti-là ne sera jamais plus élu s'ils se mettent à défendre des criminels, s'ils se mettent à défendre des monsieur et madame à longueur de journée. Excusez-moi, mais ça ne passera pas. Ils ne reviendront plus jamais. Trump ou pas, ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Most of your papers never covered her story when it happened. To the extent that you covered it at all,
It was because President Trump forced you to cover it by highlighting it repeatedly over and over again. He had to shame you into covering it. Mm-hmm. And each and every one of you that sides over and over again with these MS-13 terrorists, to the extent that you have the financial means to do so, you all choose to live in condos or homes or houses as far away from these kinds of gangbangers as you possibly can. If I offered any one of you a rent-free home with no taxes to pay in any of these gang neighborhoods, and I said your neighbors are MS-13 terrorists or Mexican mafia or Sinaloa cartel or Tren de Aragua, I couldn't pay you to live there. But yet you, with your coverage, are trying to force innocent Americans to have these people as their neighbors, and that one day their daughter may be abducted from their home and raped and murdered. So you're not going to get an ounce of sympathy from this administration or President Trump for the terrorists who've invaded our homes and our country. Boum! Boum! On pourrait rajouter aussi, même pas juste vivre gratis dans le quartier en question, mais juste de leur demander aux membres des médias, ouvrez vos maisons. Prenez-les. OK, on va les ramener, on va aller chercher toute la gang qu'on est allé mettre dans la prison au Salvador. Bon, on va les ramener et ils vont vivre chez vous. Les journalistes sont incroyables, les médias sont incroyables. Peine perdue avec les médias. Hey, en parlant de petites nouvelles qui sont sorties aux États-Unis ce matin, on a les histoires de jobs, donc un 50 000 jobs de plus qui étaient prévus par les experts, donc aux alentours de un peu moins de 200 000, 177 000 jobs, malgré quelques ralentissements. Très bon chiffre de Amazon ce matin, juste avant l'ouverture des marchés. Donc, plusieurs nouvelles qui risquent de calmer un peu toutes les rumeurs de récession puis les mauvaises nouvelles qu'on entend. Donc, ces chiffres-là sont quand même intéressants. On a eu des très bons chiffres de Google cette semaine. On a eu des bons chiffres de Microsoft. Là, ce matin, on a des bons chiffres de Amazon. Donc, il y a peut-être effectivement une game politique qui se joue au niveau économie et finances. Mais dans le reste, il y a des choses qui vont bien, surtout en techno. Il y a quelques affaires qui montrent un peu d'essoufflement. Les restaurants, entre autres McDo, ont annoncé des chiffres un peu plus bas. Mais pour le reste, ça semble quand même... on ne s'en va pas vers une catastrophe économique si on regarde les chiffres qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à part ça? J'ai beaucoup de choses. Ah oui. Olivier Primo. Je suis à la même place que tantôt. Olivier Primo, là, c'est une des nouvelles d'aujourd'hui. Je fais un tweet là-dessus un peu plus tôt ce matin. Olivier Primo nous parle d'un restaurant, genre de Shack à patates frites, Shack à poutine dans le coin de Longueuil. Je n'ai pas le nom, là. Je sais qu'il traîne quelque part. Il y a une manchette là-dessus de TVA. Et Olivier Primo, qui fait ça depuis toujours, puis qui a un gros following, a fait une critique de poutine et a donné quasiment 10 sur 10 à la poutine. Il a dit que c'est une de ses meilleures poutines qu'il a mangées. Et là, c'est la folie totale. Ça, c'est vraiment le genre de patente qui fait vibrer les Québécois. Comme je le disais tantôt, la décote, les politiciens s'en occupent pas bien, les Québécois s'en occupent pas bien. La décote, ça ne dérange pas. Le fait qu'on paye tout probablement 10, 20 fois, 30 fois plus cher que la réalité et qu'on se fait voler, qu'on se fait arnaquer, qu'on a devant nos yeux à chaque jour des exemples concrets et réels de fraude de la machine publique avec l'argent de nos poches, avec l'argent de nos taxes, Québécois ne réagissent pas. Ce qui donne la légitimité aux politiciens et à la machine de continuer à le faire sans qu'il y ait de conséquences. Parce qu'on ne réagit pas. Donc, que ce soit pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, exactement la même chose. Est-ce que vous voyez des gens qui bug? Non, pas vraiment. Est-ce que vous voyez des gens qui vont sortir dans la rue pour exiger que l'argent qui vient voler dans nos poches soit réinvesti comme du monde puis qu'on arrête de payer des prix exorbitants pour quelque chose qui vaut 20 millions? Pourquoi nous, on paye 100 millions et qu'ailleurs, ils paient... Non, il y a personne. Personne ne réagit à ça. Mais par contre, si on call, si Olivier Primo, puis ça n'a rien à voir avec lui, mais si Olivier Primo call un 9,8 sur 10 sur une poutine, eh bien là, les Québécois viennent complètement dingues. Là, les zombies se réveillent. Et ils s'en vont faire la file pour acheter une fucking poutine. That's the way it is maintenant. OK, that's the way it is. Ou encore, d'aller dans un genre de spotted de marde, et là, on met une photo d'une poutine de chez Ashton, puis parce qu'il y a deux jeunes qui ont acheté pour 50 quelques millions de dollars la chaîne, puis qui essaient de faire de leur mieux pour garder cette institution-là debout, eh bien là, c'est comme devenu le genre de Nickelback de la poutine.
On frappe à tour de bras sur la poutine de Ashton à chaque fois qu'on a... Là, les Québécois, si les Québécois étaient aussi en crise de comment les politiciens et la machine s'occupent de leur argent que la manière qu'ils traitent la gang de chez Ashton, on aurait un pays qui roulerait douette en joie le vert. Mais on est défocus. On est légèrement défocus. L'autre sujet qu'on peut vous parler vite rapidement, c'est l'augmentation du salaire minimum. On a parlé cette semaine ici à Radio Pirate. Juste vous dire qu'il y a des réactions. Les gens trouvent que l'augmentation du salaire minimum, on est rendu à 16 $ et quelque chose, n'est pas assez grande. Donc, réaction de peu tout le monde là-dessus, à savoir qu'on devrait peut-être gagner 28 $ de l'heure minimum pour que les gens arrivent. Dans une région comme Montréal, il faudrait un salaire minimum autour de 28 $ de l'heure pour qu'une personne qui vit seule puisse être considérée comme étant sortie de la pauvreté. Donc, je veux juste réitérer ce qu'on a dit cette semaine en discussion avec Jerry et Mr. White, mais juste, je veux faut être clair là-dessus. C'est un sujet très important. Vous remarquez que depuis qu'on a fait passer très rapidement le salaire de 12 à 15 $, qu'à ce moment-là, les problèmes se sont amplifiés. Le coût de la vie a explosé. Tel que dit sur Radio Pirate et sur d'autres tribunes où on était auparavant, que c'était une des pires manières pour sortir les gens de la pauvreté. Il y a quelque chose qui se passe au Québec. OK? Il y a quelque chose qui se passe au Québec. C'est multitude d'explications possibles. C'est une accumulation de choses qu'on a fait au cours des dernières années, mais c'est certain que l'augmentation accélérée du salaire minimum a provoqué une flambée des prix, une flambée du coût de la vie, et c'est le gros problème. Si vous pensez qu'on met un salaire de 28 $ de l'heure et que du jour au lendemain, les gens vont tomber riches ou vont être capables de vivre, c'est tout le contraire qui va arriver. Si on fait, parce qu'il y a un effet domino à monter les salaires de gens qui devraient gagner 10, 12, 13 $ de l'heure et qu'on monterait à 28 $. Donc, on a la même discussion aujourd'hui qu'on avait il y a 4-5 ans quand on parlait du salaire à 15 $. Et là, on voit les effets néfastes d'un salaire minimum à 15 $. Qu'est-ce que ça fait? C'est que oui, les gens ont des plus grosses payes. Tout le monde a des plus grosses payes. Tout le monde, vous avez remarqué que les syndicats ont profité de l'explosion du salaire minimum pour faire exploser l'augmentation des salaires des syndiqués. On parle de 30 % sur 5 ans pour la majorité des employés du secteur public, ce qui est insoutenable. Et c'est également ce qui provoque la hausse des prix que nous avons dans tous les domaines, dans tout ce qu'on a besoin. Bâtir un bungalow au Québec, ça coûte maintenant 400 quelques mille $. Ce qui coûtait, il y a à peu près 25 ans, ce qui coûtait aux alentours de 100 000 $. La même maison. On est arrivé là comment? Comment on a pu avoir autant de rapidité dans l'explosion? Ben c'est cette manière-là. Le Venezuela, tous les pays qui ont fait... Le Venezuela s'est mis à mettre... Le Venezuela, à un moment donné, pour essayer de contrer le coût de la vie, s'est mis à faire grimper le salaire minimum à 5 $, 10 $, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $ de l'heure. Et plus il montait le salaire, et plus le coût de la vie était exponentiel par rapport à l'augmentation du salaire. Tout le monde est devenu pauvre. Donc, vous allez gagner plus d'argent. Si on faisait ce que ce monsieur-là dit, hein, vous allez, mettons, au lieu d'être 16 $, on le met à 28 $, comme lui veut. Ben, je peux vous garantir une chose, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'argent dans votre chèque de paye quand ça sera déposé. Vous allez avoir l'impression d'être riche. Et vous allez être de plus en plus pauvres. Les gens comme nous autres, donc les gens plus vieux, qui ont vécu, premier salaire, moi, 3,85 $. OK, 3,85 $, rapidement monté à 4 $, mais à peu près dans ces eaux-là, les années 83, 84, aux alentours de 4 $ de l'heure. Et on avait l'impression qu'on était riche. Expliquez-moi ça comment ça arrivait à cette époque-là. Comment on faisait pour être tout le temps dans les restaurants? Comment on faisait pour être tout le temps dans les bars? Comment on faisait pour avoir un char neuf à 16-17 ans? Comment on faisait alors qu'en 84, on venait de sortir d'une méga crise économique qui avait fait d'énormes dommages et également d'une explosion du coût de la vie à ce moment-là, parce qu'il y avait eu l'inflation avec les hauts taux d'intérêt à 17, 18, 19 %. Et malgré ça, malgré cette crise-là, dans notre jeunesse, notre argent qu'on avait, on avait l'impression de faire des salaires corrects, en chiffre absolu, c'était quand même minime, mais le coût de la vie était raisonnable. Et là, aujourd'hui, c'est complètement sauté. Donc,
Il faut trouver les raisons de ça. Avant d'augmenter les salaires, c'est une très mauvaise idée d'avoir fait ce qu'on a fait hier, automatiquement monter les salaires de 50, 75 cents de l'heure. Parce qu'il faut trouver la source du pourquoi le Québec coûte si cher. Pourquoi les gens qui arrivent de Montreux en Suisse arrivent ici et il dit à son frère, mais comment vous faites pour vivre ici avec un coût de la vie si élevé? Les gens de la Suisse, comment on a pu... Et on ne gagne pas leur salaire, on n'a pas leurs conditions, dépendamment de où ils sont. On n'a pas leur fiscalité non plus. Donc, on a de l'impôt jusque là. On est étouffé par les taxes et l'impôt. On est étouffé par les tarifs de toutes sortes de patentes. Et en plus, tout ce qu'on consomme est extrêmement cher. Moi, je peux vous le dire, je suis revenu depuis 2 semaines. Et juste d'aller dans un magasin pour aller acheter quelque chose, un morceau de viande, où les yeux me pleurent. Les yeux me pleurent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est insoutenable. Et dans la recette des choses qui sont à la base du problème, il y a l'augmentation, il y a le gouvernement qui enlève de la valeur à votre argent en décidant combien vaut un travailleur avec des skills pas trop développés, quelqu'un de plus jeune qui est toujours à l'école, etc. Lui décide qu'est-ce qu'on doit donner à cette personne-là, alors que ce devrait être l'entreprise et le marché qui décident de combien ça vaut cette job-là. Et le gouvernement, à chaque fois qu'il touche à quelque chose, vous savez comme moi, le gouvernement crisse le bordel et c'est ce que vous vivez actuellement. Une dernière petite vite pour vous autres. Le décès tragique de Normand Meunier après avoir développé des plaies de lit à l'hôpital Saint-Jérôme avait secoué le Québec. Eh bien, on aurait un autre cas similaire au même hôpital, donc même hôpital, l'hôpital de Saint-Jérôme. Encore une fois, quelqu'un qui est complètement, qui est fini, plaie de lit à la grandeur, parce que traité comme du bétail. J'ai juste un mot à dire. Pour que ça change, les Québécois n'auront jamais le courage de donner le mandat aux politiciens actuels, aux Dubé de ce monde, puis à tous ceux que lui engage à coût de 350 000 avec des chauffeurs, puis des limousines, puis tout ce que tu veux. Ça prend juste quelqu'un qui arrive avec une autre idée à 180 degrés. On calisse tout à terre pour commencer avec une page blanche. Et le seul parti qui fait ça, le seul parti qui en a parlé, c'est le parti de Éric Duhem, le Parti conservateur du Québec, avec Karim El Ayoubi. C'est la seule manière. Donc, si vous allez à Radio-Canada, si vous allez vous plaindre à Radio-Canada, je peux vous le faire entendre pendant quelques secondes. Histoire atroce, OK? Une grand-mère, comme bien d'autres, très proche de sa famille. Été 2024, Nicole Mongeon entreprend une série de séjours à l'hôpital de Saint-Jérôme. Puis en l'installant dans son lit, j'ai remarqué qu'elle avait une plaie de lit. On doit lui administrer des antibiotiques qui aggravent chez elle d'autres problèmes de santé. Début janvier, elle est à nouveau hospitalisée. Le nombre de plaies augmente. L'infection se répand. Elle était souffrante, mais j'ai parlé longuement avec elle. Ma mère, c'est une personne qui voulait vivre. C'est une personne qui aimait la vie. Sa fille, Annie Thomas, soulève le problème à la commissaire aux plaintes du 6 des Laurentides. Donc, vous allez comprendre qu'elle est décédée. Et, regarde, sympathie pour la dame qu'on entend, sa fille. Sympathie, sincère, très, très sincère. Mais Chris, pourquoi vous ne voulez rien changer? Expliquez-moi ça. Pourquoi vous ne voulez rien changer? Pourquoi vous ne laissez pas, et je trouve que la demande est légitime de Éric Duhem, laissez Éric Duhem rentrer. Faites ce qui se fait habituellement. Ne présentez pas de candidat. La CAQ ne devrait pas présenter de candidat dans Arthabasca contre Éric Duhem. Le chef s'y présente. Le PQ devrait laisser entrer à l'Assemblée nationale Éric Duhem. Éric va rentrer. Il va shaker la baraque. Vous avez entendu ce qui se passe. Vous avez entendu le genre de conneries qui se passe. Éric Duhem rentre. Entre autres sur la santé. On a les idées de Karim El Ayoubi, qui est dans le réseau, qui est un docteur. On arrive avec ça. On repart la patente en neuf. OK? On repart en neuf. Puis, je vais vous faire peur, mais le but, c'est d'avoir des soins qui sont à la hauteur des États-Unis d'Amérique. Ce sont nos voisins. Non!
On ne veut pas se comparer au système de santé américain. Oui. Oui. Arrêtez de dire ça. Oui. Oui. Je ne vous parle pas de l'universalité de l'assurance, de l'accessibilité. Ça, c'est une autre affaire. Je vous parle des soins, la qualité des soins. Allez essayer de fouiller, voir dans des hôpitaux de Cleveland Clinics, de Mayo, pas tant de choses. Allez voir si vous trouvez des histoires de plaies de lit quelque part. Vous ne pouvez pas. Ils vont se faire actionner. Ça va coûter des millions et des millions et des millions de dollars si jamais ça arrive. Ça n'arrive pas. Il faut arrêter de dire on ne veut pas la santé à l'américaine. C'est exactement ce qu'on veut. C'est cette qualité de soins-là, c'est la rapidité des soins dans les hôpitaux et dans le service de santé américain qu'on veut. Pour le reste, comment ils se payent, qui est assuré ou pas, ça, nous autres, on va faire ça d'une autre manière. Mais on doit mélanger ces deux systèmes-là pour donner quelque chose. Et malheureusement pour elle, si elle ne vote pas différemment à la prochaine élection, elle va finir à la même place que sa mère. Mais cette personne-là, elle a voté pour qui la dernière fois? Je ne la connais pas. Il y a de fortes chances qu'elle ait voté CAQ. Très, très forte chance qu'elle ait voté CAQ. Très, très forte chance qu'elle ait voté PQ si elle n'a pas voté CAQ. Ou encore, elle a peut-être voté même QS. Quoi, 14% des chances qu'elle ait voté QS? Elle a peut-être voté libéral. Peut-être. Mais une chose est sûre, je suis certain à 100% qu'elle n'a pas voté pour Éric Duhem et le Parti conservateur. Pourtant, ce sont les seuls qui veulent shaker la baraque, shaker l'Assemblée nationale au complet, dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de la santé, où c'est là qu'on fait rire de nous autres. Donc, laissez rentrer Éric Duhem. Pourquoi ils ont si peur et pourquoi ils veulent empêcher Éric Duhem et la droite de rentrer dans quel genre de société démocratique on est? Ils veulent tout faire pour empêcher Éric Duhem de gagner Arthabasca. Parce qu'ils savent. Ils savent que le feu va prendre en place. Ils savent que les Québécois vont allumer. Ils savent que les Québécois vont se réveiller et qu'ils vont voir qu'ils sont traités comme du bétail et que les seules solutions qu'on a, c'est de débâtir tout ce qu'on a et de repartir à zéro. Et les seuls qui peuvent le faire, c'est ni la CAQ, ni le PQ, ni les libéraux, encore moins QS. Les seuls qui peuvent le faire, c'est le Parti conservateur du Québec. Donc, laissez Duhem, que les libéraux présentent quelqu'un pas grave, que QS présente quelqu'un pas grave, mais que le PQ et la CAQ, qui sont des gens pro-démocratie, qui savent très bien qu'Éric Duhem doit être à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qu'on le laisse tranquille et qu'on le laisse rentrer comme on ferait avec n'importe quel chef d'un autre parti politique. Et pour la droite, c'est toujours un autre traitement.